bonjour à tout le monde et bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. Nous allons débattre pendant 1 heure à peu près, plus une demi-heure de questions-réponses que j'espère seront nombreuses, sur la question de l'investissement dans l'enseignement supérieur, puisque dans le débat public actuellement, ce qu'on entend le plus dans le train-train quotidien, je dirais, des médias, c'est les diplômes, ça ne paye pas. Les universités sont surchargées d'étudiants qui sont là sans trop savoir quoi faire. Il y a 2 systèmes parallèles et différents que sont les universités en bloc, les grandes écoles de l'autre, où les choses se passent mieux, de point de vue de l'opinion. Voilà, donc c'est autour de ces représentations qu'on va un peu discuter à partir de ça, pour démarrer, avec 3 intervenants qui sont dans l'ordre d'apparition sur l'écran, si je veux dire, oui, puisque c'est filmé aussi. Élise Huilly, qui est professeure d'économie à Dauphine, à l'Université Paris-Dauphine. Elle est membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Elle est chercheuse aussi au JPAL, qui est le Jamel Poverty Action Lab, qui est un laboratoire qui travaille énormément dans les pays du Sud sur les questions de politique publique. Et du LIEP aussi, qui est un laboratoire plus français, un réseau de chercheurs français sur l'évaluation des politiques publiques également, dans tous les domaines. Et EUDN, European Development Network, ça vous allez me dire ce que c'est, parce que je ne sais pas trop. Et puis Gabriel Fac, qui est également à l'Université Paris-Dauphine, en économie, et qui mène aussi des recherches en économie publique et sur les questions de logement et d'éducation. Et toutes les deux ont publié en décembre 2021 une note, un rapport pour le Conseil, ça s'appelle note dans le jargon du Conseil d'analyse économique, mais c'est des notes très 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 épaisses. Donc c'est plutôt un rapport intitulé « Pour un enseignement supérieur plus juste et plus efficace ». Donc on va être totalement au cœur de ce sujet-là, bien sûr, pour l'illustrer. Et enfin, Pierre Courtiou, qui est chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne et professeur d'économie à Paris School of Business, et qui a, lui, travaillé sur les questions de mixité et de ségrégation à l'école, enfin à l'école au sens large, hein, école, collège, université, et aussi c'est-à-dire sur le crédit d'impôt recherche, c'est ce que vous êtes en train de travailler, je crois, sur le crédit d'impôt recherche, et sur le rendement du crédit d'impôt recherche. Voilà, donc sur les questions de politique universitaire. Voilà. Chacun aura un quart d'heure, 20 minutes pour exposer. Ensuite, on débattra. Et vous pouvez poser les questions. Alors là, je parle aussi à ceux qui sont en ligne, avec un numéro de téléphone qui va s'afficher tout à l'heure, mais que je vous donne déjà, qui est le 07 67. Oula, j'arrive pas à lire. 76. Non, pas du tout. 07 67 77 62 22. Mais et oui, le voilà. Oui, c'est beaucoup mieux quand c'est affiché que quand c'est dit, surtout avec mes yeux qui voient plus bien. Bref, voilà. Donc, Élise Huilly, on va commencer par dresser plutôt un tableau du sujet, de l'investissement et des disparités d'investissement dans les différents niveaux et types de formation, et aussi, de l'autre côté, à la sortie, si j'ose dire, du rendement salarial pour ces différents types de formation, de qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce que les chercheurs ont pu observer sur l'efficacité, si on peut dire, de l'investissement dans l'éducation pour les étudiants, les diplômés qui sortent, une fois diplômés, sur le marché du travail, dans le cours de leur vie, de la carrière, etc. Voilà, pour démarrer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette séance. Merci aussi à ceux qui sont en ligne. Donc je vais commencer la présentation par juste un petit rappel sur les grandes évolutions qui ont eu lieu dans l'enseignement supérieur depuis 60 ans. Depuis 60 ans, on a une multiplication par 8 du nombre d'étudiants. C'est passé de 310 000 étudiants en 1960 à 2 800 000 aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle communément la démocratisation, la massification de l'enseignement supérieur. C'était important, il me semble, de commencer par rappeler ces chiffres qui montrent à quel point il y a une transformation de fond dans l'accès à l'enseignement supérieur
sur une période qui est à la fois longue et à la fois à l'échelle de l'histoire pas très longue. Et cela amène évidemment une transformation sur le marché du travail de la composition en termes de diplômes. Donc je rappelle également, je pense que c'est important, cette évolution. Sur les 55 ans et plus, donc ceux qui sont plutôt en fin de carrière, on a un tiers qui n'ont que le brevet ou rien du tout, et un tiers qui ont le bac plus. Et pour les plus jeunes sur le marché du travail, à la place de ce un tiers qui n'ont pas de diplôme ou seulement le brevet, on passe à 13%, donc une diminution de quasiment une division par 3, quasiment. Et inversement, de un tiers qui ont le bac pour les 55 ans et plus, pour les plus jeunes, on passe à 69%. Donc vous voyez que cette transformation sur le marché du travail, elle est encore visible en fait quand on regarde les plus anciens et les plus jeunes. Élise, pardon, apparemment il y a un problème sur ce micro-là, donc décidément on va utiliser celui-là. Vous n'avez rien entendu depuis le début? D'accord, ok. Alors, non, c'était pas dans ce sens-là. Hop, hop, ok. Donc ça, c'est toujours pareil hein, pour qu'on puisse mesurer de manière sensible l'augmentation du nombre de bacheliers, ce qui est évidemment l'étape nécessaire pour aller vers le supérieur. Donc vous voyez ici sur ce graphique, il va de 1970 jusqu'en 2020. Et vous voyez les trois couleurs. Donc la couleur bleue foncée qui représente le pourcentage de bacheliers de la voie générale. Le bleu un peu plus moyen qui est au milieu, qui représente le pourcentage de bacheliers en voie technologique. Et puis la partie bleu clair qui est le pourcentage de bacheliers voie professionnelle. Et donc vous voyez cette énorme augmentation. On passe de seulement 20% au total de bacheliers en 1970. Aujourd'hui, on est à près de 90%, avec une augmentation qui se voit dans les 3 filières, mais de manière encore plus prononcée, évidemment, professionnelle, puisqu'elle n'existait pas, et qu'au fur et à mesure de l'histoire, on voit la très forte augmentation de ces bacheliers. Mais c'est surtout depuis les années 90 que l'on a cette massification du nombre de bacheliers et donc d'entrer dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'était juste des rappels. Maintenant, les questions qui se posent et que je vais essayer de traiter avec le travail que l'on a fait avec Gabriel Fac au sein du Conseil d'analyse économique, sont les suivantes. Donc, la première chose, c'est une telle augmentation, celle qu'on vient de voir, est-elle justifiée par des bénéfices? Est-ce que finalement, c'est un investissement? On voit cette massification dans l'enseignement supérieur. Est-ce que cette massification, elle a un sens économique en termes de bénéfices? Est-ce que ces bénéfices sont supérieurs au coût de l'enseignement supérieur? Est-ce que l'investissement dans la formation est suffisant? Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce qu'il est pas insuffisant? Est-ce qu'il est... Donc voilà, ça c'est les questions vraiment de rentabilité et d'efficacité économique de l'enseignement supérieur. Et enfin, est-ce que les bénéfices de l'enseignement supérieur se sont affaissés du fait de l'inflation, de la massification de l'enseignement supérieur et l'inflation des diplômes? Alors pour répondre à ces questions, prenons d'abord la question des coûts et ensuite je présenterai la question des bénéfices. Alors au niveau des coûts, de l'investissement dans la formation, ce que ce graphique vous montre, c'est le décrochage de la dépense d'enseignement supérieur par étudiant depuis l'année 2010. Jusqu'en 2010, donc le décrochage, il se voit par la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la dépense d'enseignement supérieur par étudiant. On voit que cette dépense, elle augmente, c'est un indice 100 en 2000. On voit que par rapport à un indice 100 en 2000, on est arrivé à une augmentation de 20% en 2010, donc une dépense d'un indice 120, et ça redescend depuis 2010 de manière un peu continue. Ça redescend pour revenir à un niveau en dessous de 110, donc on n'est pas revenu au niveau de l'année 2000, mais on s'en rapproche. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse de la dépense d'enseignement supérieur étudiant ? Alors, parce qu'il y a une très forte augmentation, vous voyez en noir, de l'effectif dans l'enseignement supérieur, et que la dépense publique n'a pas suivi, elle a augmenté, mais moins que proportionnellement par rapport à l'augmentation des effectifs. Et ce décrochage, on le voit notamment à l'université. Donc ici, on rappelle 2 chiffres. L'augmentation des effectifs depuis les années 2000,
qui est de 20% à l'université. Donc on enlève les écoles, on enlève les grandes écoles, on enlève les prépas, les BTS, les IUT, on prend que l'université. Enfin les IUT sont à l'université, mais ici c'est vraiment les licences et masters. On a 20% d'augmentation des effectifs et on a une baisse du nombre d'enseignants de 2%. Donc sur cette même période, on voit qu'il y a un déficit très très important d'investissement à l'université et que effectivement les conditions d'enseignement, d'encadrement en tout cas, se sont fortement dégradées. Alors, pour poursuivre ce travail sur les coûts, là on vient de voir, pardon, je ne vais pas dans le bon sens, on vient de voir ce qu'il en était de la dépense globale. Ce qu'on a essayé de faire avec Gabriel Fac, c'est de regarder plus précisément selon les filières, selon les établissements et selon le niveau de diplôme et les disciplines, ce qu'il en était de cet investissement par étudiant. Alors pour faire ça, nous ne pouvons pas nous reposer sur les comptes de l'éducation. Donc les comptes de l'éducation, c'est un compte qui paraît tous les ans et qui donne la dépense par étudiant. En moyenne, elle est de 11 000 €, un peu plus. Et on voit déjà un écart entre 10 000 € par étudiant pour l'université et 15 000 €, presque 16 000 pour les CPGE, donc les classes préparatoires. Mais le problème de ces comptes de l'éducation qui montrent l'investissement global, c'est que ça incorpore des dépenses qui ne sont pas directement des dépenses de formation. Donc, qui ne sont pas directement de l'investissement dans l'enseignement pour les étudiants. Que sont ces dépenses qui sont incluses? Ce sont d'abord les dépenses de recherche. En tant qu'enseignant-chercheur, nous avons 50% de notre temps, de notre salaire, finalement, qui est censé couvrir nos activités d'enseignement, mais on a un autre 50% qui couvre notre recherche. Notre recherche, elle ne bénéficie pas directement aux étudiants, puisque ce sont des budgets, du temps de travail qui se font en dehors des cours. Donc ce que nous avons voulu faire avec Gabriel Fac, c'est de se centrer sur les dépenses vraiment d'enseignement, et donc d'enlever la part recherche dans les comptes de l'éducation, également d'enlever les aides financières. Les aides financières, c'est très important, mais ça ne dit rien de l'investissement en formation. C'est pour aider les étudiants à faire des études, mais ça n'augmente pas la qualité ou le nombre d'heures de cours, etc. Et puis, troisième chose que nous avons aussi voulu enlever, c'est les coûts d'organisation du système qui sont nécessaires et qui sont globaux, mais qui, du coup, ne mesurent pas non plus, encore une fois, l'investissement dans la formation en tant que tel, c'est-à-dire ce qu'un étudiant reçoit vraiment. D'accord ? Donc, pour faire ce travail, en écartant justement ces dépenses qui sont pas directement, qui ne mesurent pas directement ce que l'étudiant reçoit, nous avons collecté des données via le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et nous avons refait le travail de chiffrage en enlevant ces coûts de recherche, d'organisation centrale du système et les aides. Et alors, ce à quoi on arrive, ici, vous voyez par exemple, selon les niveaux de diplôme, donc nous voyons ici le coût moyen par étudiant selon qu'on est en licence, c'est la barre la plus petite parce que c'est là où l'investissement est le plus faible, 3 700 € par an et par étudiant quand on est en licence, donc ça c'est vraiment ce que coûtent vos cours. Le doctorat santé, le master, enfin les masters, les licences pro, les DUT et les diplômes d'ingénieurs qui ici sont ceux qui sont les mieux dotés à 10 800 et quelques euros par an et par étudiant. Alors à ce graphique manque, et je vous le dis oralement du coup parce que c'est pas dans ce graphique, là on n'a que les formations qui dépendent de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a d'autres types de formations qui dépendent de l'éducation nationale, qui sont les BTS, qui se passent en lycée, et les prépas, qui se passent aussi en lycée. Et en fait, les BTS et les prépas, ils ont un investissement, un coût de formation qui est encore supérieur. Pour les BTS, on est à 12 000 € par an et par étudiant, et pour les prépas, on est à 13 500 € par an et par étudiant. Donc en fait, il y aurait 2 barres à rajouter pour avoir une image complète, si on inclut également ceux qui se passent en lycée. Donc finalement, à la fin des fins, on a un écart d'investissement dans la formation qui va de 3 700 € pour les licences à 13 400 € pour les prépas. Donc c'est un rapport de 1 à 4 d'investissement dans la formation entre ces deux pôles extrêmes. Donc c'est des inégalités d'investissement majeures qui n'avaient pas été identifiées précédemment avant ce travail que l'on a fait, parce que justement
les chiffres incluaient d'autres, les aides, la recherche, etc. Et donc ça, c'est tellement important comme écart que ça nécessite de se poser la question de la justification, de la légitimité, de l'efficacité de cet écart d'investissement dans les formations. Si on prend par discipline, on a des écarts qui sont aussi très importants avec les disciplines sciences humaines et sciences sociales qui sont les disciplines les moins dotées. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que c'est tout niveau de diplôme confondu, on prend plus que par discipline. Et donc on voit que les moins dotés finalement, c'est le droit. Hein, le droit, là ça s'appelle normes et institutions, mais en fait ça recouvre le droit, où l'investissement est le plus faible. Et les mieux dotés, c'est maths, informatique, ingénierie, où l'investissement est le plus fort. Mais les écarts sont un tout petit peu plus faibles qu'entre niveau de diplôme, enfin ils sont quand même très importants, de 1 à 3. Et donc si on cumule, ça c'était par année d'études. Donc après si on cumule les années d'études, par exemple pour obtenir une licence de langues étrangères, on cumule 3 années de licence. Et on arrive à un investissement total pour obtenir ce diplôme de 11 000 €. Si bon, je vais prendre l'extrême supérieur, qui est la personne qui obtient un diplôme d'ingénieur. On a supposé un parcours le plus simple possible, 2 années de prépa, 3 années d'école d'ingénieur. On arrive à plus de 60 000, enfin presque 60 000 € d'investissement pour cette formation, puisque les 2 années de prépa, c'est les mieux dotés, puis ensuite les écoles d'ingénieurs, elles reçoivent aussi un investissement en formation très important. Donc vous voyez des écarts énormes d'investissement dans la formation selon les parcours, à la fois disciplinaires et à la fois les niveaux de diplôme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a par exemple un BTS, comme c'est seulement 2 années, mais que ces 2 années reçoivent un investissement dans la formation très important, finalement, le coût d'un BTS est de presque 25 000 €. C'est beaucoup plus qu'une licence de langues étrangères qui, malgré ces 3 années, finalement, reçoit très peu d'investissement. D'accord ? Donc ça c'est pour la question des coûts. Et alors, dernière chose que je veux dire sur les coûts, c'est qu'on a fait un travail d'analyse de qu'est-ce qui explique ces différences. Et en fait, les deux donc on a avec une analyse économétrique, on a inclus beaucoup de variables pour essayer d'expliquer les différences de coûts entre les différents niveaux de diplôme et de formation, et discipline, pardon. Et en fait, ces deux variables, ça va surprendre personne, hein, c'est juste pour confirmer quelque chose d'assez intuitif. Les deux variables qui expliquent quasiment la totalité des écarts de diplôme et de discipline, c'est le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'enseignants pour 100 étudiants, et le volume horaire donc de la formation. Donc en gros, avoir des tailles, c'est la taille des classes et le volume horaire. Ces deux variables-là sont ce qui explique. Donc finalement, un élève en prépa, pourquoi il coûte beaucoup plus cher qu'un élève en licence ? Parce qu'il a 35 heures de cours et d'école et un effectif entre 30 et 35 élèves par classe. C'est pour ça aussi que le BTS est assez coûteux parce qu'il y a beaucoup d'heures, à peu près 25 heures, 30 heures de cours et des effectifs réduits, alors qu'en licence, on a 15 heures de cours et des amphis qui peuvent être très très importants. Donc c'est tout simplement, c'est pas... Alors, qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre, hein, quand même, je le dis parce que là je donne que le résultat, mais c'est pas le niveau de salaire des enseignants par exemple, c'est pas le niveau d'expérience ni la rémunération des enseignants, c'est pas ça qui explique ou le niveau d'équipement, etc., etc. C'est vraiment le taux d'encadrement et les volumes horaires. Ok, alors maintenant qu'on a vu ça, qu'en est-il du côté des bénéfices ? Là, on voit qu'il y a des coûts qui sont très variables selon les diplômes. Est-ce que ça vaut la peine de faire des études supérieures ? Quels en sont les bénéfices ? Alors, il y a vraiment un débat qui a eu lieu, enfin, a encore lieu, bien sûr, sur la rentabilité des diplômes qui baisserait du fait de cette massification du nombre d'élèves dans l'enseignement supérieur, d'étudiants, pardon. Du coup, la valeur du diplôme serait réduite. C'est une littérature notamment sociologique avec des sociologues comme François Dubé et Marie Durubella qui ont publié par exemple ce livre « L'école peut sauver la démocratie » qui font cette analyse d'une dévalorisation des diplômes du fait de la massification dans l'enseignement supérieur. En fait, quand on a pris cette question... on l'a analysé cette question avec Gabriel Fac pour voir ce qu'il en était. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris 3 enquêtes qui s'appellent FQP, donc formation professionnelle, formation et qualification non, c'est pas ça. Formation et qualification professionnelle, FQP. Nous avons pris 3 générations dans les années 90, dans les années 2000 et dans les années 2010.
Et ces enquêtes, elles portent sur des échantillons représentatifs de tout un ensemble de personnes sur le marché du travail et au chômage, etc. Et ça nous permet de voir, cette enquête, quel est le niveau de qualification de ces personnes, donc le plus haut degré de diplôme, le plus haut diplôme atteint, et le salaire qu'ils ont. Alors, il y en a qui ont 30 ans, il y en a qui ont 40 ans, il y en a qui ont 50 ans, il y en a qui ont 60 ans, etc. Et les personnes qui sont au chômage ont un 0. Donc, ça permet de se rendre compte du niveau de salaire, y compris quand on n'en a pas parce qu'on est au chômage. D'accord ? Et donc, ce que l'on voit, c'est que pour différents niveaux de diplôme, enfin un peu tout ce qu'on peut voir ici, donc DUT, BTS, master, licence, diplôme de grandes écoles, doctorat. En fait, donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écart. Le 1, c'est le niveau de salaire quand on a le bac. Donc, si on est au-dessus de 1, si on est par exemple à 1,2, ça veut dire qu'on a 20% de plus que le bac. 1,5, 50% de plus que le bac, etc. Donc, vous voyez ici deux choses. Premièrement, tous les diplômes sont au-dessus de 1. Donc, ça veut dire que tous les diplômes ont un rendement économique positif en termes salarial par rapport à un bac. Deuxièmement, et c'est surtout ça qui nous intéressait, entre les trois vagues, il n'y a pas de diminution significative de ces rendements. Si vous prenez par exemple la licence, en plus les licences elles ont assez mauvaise réputation justement en termes d'insertion professionnelle. La licence, la barre bleu clair, qui correspond à l'année la plus récente, a toujours un rendement 30% de plus que le bac, et c'était déjà vrai dans les années 90, une licence apportait 30% de plus que le bac, et ça reste vrai dans les années 2000 et 2010. En fait, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de baisse du gain du rendement par rapport au bac. Et ce qui peut-être porte à confusion, c'est qu'il y a une baisse des salaires par rapport aux années des 30 glorieuses, les années 70 notamment, où les salaires étaient plus élevés. Donc, tous les salaires ont baissé depuis, mais les écarts relatifs sont restés les mêmes au cours du temps, alors même que depuis les années 90, la massification scolaire, elle a été énorme. Donc ça, c'est très important et c'est vraiment un résultat qu'on veut faire passer. C'est très important de constater qu'en fait, il n'y a pas de dévalorisation massive. Peut-être un petit peu, par exemple, quand on regarde le diplôme des grandes écoles, mais en fait, c'est pas significatif. Les petites barres noires, là, c'est les intervalles de confiance. Enfin, en fait, ça reste plutôt du bruit statistique qu'une réelle diminution des rendements des diplômes de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, les bénéfices, ils ont été aussi calculés par des enquêtes. En fait, pourquoi le résultat d'avant, il n'est pas... Oups là, pardon. Alors, je ne sais pas comment on revient en arrière. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ce résultat-là, c'est un effet moyen où en fait, on voit bien que les gens peuvent être très différents dans les années 90. Les gens qui ont une licence ne sont pas les mêmes que dans les années 2010 et pourtant les salaires ont l'air à peu près équivalents. Si on regarde maintenant des études qui vraiment... Ouais, je finis dans 1 minute, enfin 2 minutes peut-être, mais j'ai presque tout dit. Si on regarde à un niveau vraiment plus rigoureux, la même personne... Quel est le gain pour elle de faire une année supplémentaire d'études dans l'enseignement supérieur par rapport à ne pas en faire? Donc vraiment des analyses très causales où on arrive à isoler toutes les autres caractéristiques et on voit vraiment quel est l'effet d'avoir une année de plus. Il y a une étude française qui trouve un gain de 14% de revenus en plus par année d'enseignement supérieur en plus. Une revue de littérature, et ça rejoint en fait les chiffres qui sont globalement donnés dans la revue de littérature que l'on a faite, où les gains par année se situent entre 5 et 15%, de manière causale, hein, donc vraiment à personne identique. Donc ça c'est important, ça veut dire que les gains sont importants sur le plan salarial. Il y a aussi des gains en termes de santé, en termes de bien-être, en termes d'espérance de vie, qui sont non monétaires et qui sont également importants dans l'enseignement supérieur. Il y a aussi des gains en termes de croissance économique, d'innovation, ça je passe. Et très important, une étude récente qui montre que les recettes fiscales, grâce à ces gains salariaux, il y a plus de taxes qui sont collectées par l'État. Et c'est sur le long terme, sur la vie entière d'une personne, les recettes fiscales générées par les gains salariaux remboursent l'investissement
de départ. Donc en fait, c'est un investissement qui se rembourse lui-même sur le long terme grâce à ces rendements salariaux. Alors du coup, je finis parce qu'effectivement, j'ai quelques... Enfin, je ne vais pas avoir le temps de commenter les 2 derniers graphiques que j'avais prévu de commenter. En tout cas, ce qui est important, même si on pourra peut-être y revenir dans la discussion éventuellement, on va voir selon les débats. Ce qui est important, c'est que pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rendement très élevé, un rendement élevé, un coût, des gains qui dépassent les coûts. Donc, et ces rendements ne baissent pas avec la massification scolaire. Donc nous, la conclusion de notre travail, d'un point de vue de l'efficacité de la dépense, c'est qu'il n'y a aucune raison, dans tout ce qu'on a pu analyser, de ne pas investir davantage dans l'enseignement supérieur, de ne pas permettre qu'encore plus d'étudiants finalement fassent des études. Et ça, j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler, donc j'y reviendrai dans la discussion si ça vous intéresse, mais on a même plutôt constaté également qu'il faudrait investir davantage dans les filières dont on a vu qu'elles étaient vraiment très peu dotées en termes d'investissement, donc notamment les licences et les masters, pour permettre aux étudiants qui sont en licence et en master, puisque ce sont des diplômes rentables, d'étudier dans de meilleures conditions, voire d'avoir encore plus de gains si la qualité de l'enseignement est plus élevée. Donc, une recommandation issue de ce travail d'analyse des coûts et des bénéfices, c'est de augmenter l'investissement, de créer des places supplémentaires dans les filières courtes qui sont très bien dotées, dans lesquelles la qualité et les taux de réussite sont élevés, et également d'augmenter l'investissement en licence et en master, parce que justement ces filières ont des taux de réussite faibles, qui sont liés, on peut le supposer, à faible taux d'encadrement. Donc si on veut que les taux de réussite augmentent, que les étudiants étudient dans des bonnes conditions, il est tout à fait légitime d'investir davantage dans les filières où aujourd'hui on manque d'encadrement, donc licence et master. Donc on a estimé un coût de 4,8 milliards d'euros pour remonter en fait l'investissement en licence et en master au niveau du DUT, c'est-à-dire à un niveau acceptable avec des taux de réussite, c'est-à-dire de diplomation élevés. Voilà, je laisse la parole à Gabriel. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, j'avais deux précisions à amender. C'est les chiffres que vous donnez sur les coûts, c'est la dépense publique de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur chacune de ces filières, ou c'est le coût total, y compris en incluant les frais d'inscription que dans les grandes écoles les étudiants payent, ou dans d'autres filières qui sont payantes, elles ne sont pas toutes gratuites. Oui, donc effectivement, c'est une précision importante, c'est la dépense totale. Et Gabriel va présenter des éléments justement sur la répartition entre l'État et les familles. Mais là, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la dépense totale, ce que reçoit en termes de formation un étudiant. Oui. Oui, 4,8 milliards par an. Voilà. Pas dans le micro, ça ne va pas enregistrer. Gabriel, maintenant, effectivement, on va rentrer plus dans un type de détail qui est la répartition de l'investissement selon les catégories sociales et leur effet aussi sur les catégories sociales différentes. Merci. Merci. Oui, donc du coup, c'est la suite en fait du travail que j'ai réalisé avec Élise Huiry dans le cadre de la note sur l'enseignement supérieur qu'on a écrite pour le Conseil d'analyse économique. Donc on s'était intéressé dans un premier temps à la question de l'efficacité des dépenses et des disparités des dépenses entre filières. On s'est intéressé dans un deuxième temps à qui bénéficie cet investissement, et on s'est posé plus de questions sur la question de l'équité de ces dépenses. Et donc pour faire ça, on s'intéresse à qui bénéficie à ces dépenses, et donc on peut regarder en fait qui sont les étudiants qui vont dans l'enseignement supérieur en fonction des caractéristiques des familles. Donc il y a différentes façons de faire. Pour l'analyse, on a choisi de regarder l'accès à l'enseignement supérieur et la différenciation des parcours en fonction du revenu des parents. Alors on aurait pu regarder les CSP. L'avantage de regarder le revenu, c'est que ça permet de faire des comparaisons plus faciles, plus directement comparables entre pays. Et en particulier, on va pouvoir ainsi comparer les inégalités de dépenses en fonction du revenu des parents
en France par rapport à ce qui a été mesuré aux États-Unis, parce qu'il y a un travail similaire qui a été fait aux États-Unis. Et c'est aussi intéressant de regarder en fonction du revenu des parents plutôt que d'autres indicateurs qui sont parfois utilisés, qui sont par exemple quel est le taux de boursiers qui accèdent à l'enseignement supérieur, parce que c'est une mesure qui est en fait qui peut être un peu faussée par le fait que il y a eu des réformes qui ont augmenté la part des élèves qui bénéficient de bourses, en particulier pour des élèves qui sont issus de classes moyennes. Et donc, du coup, en fait, si on prend cet indicateur, on va avoir l'impression qu'il y a une augmentation de l'accès des boursiers à l'enseignement supérieur, mais c'est en grande partie lié au fait qu'il y a simplement eu une augmentation de la générosité des bourses, et donc des élèves qui ont eu accès, alors qu'avant, ils étaient déjà dans l'enseignement supérieur, mais ils n'avaient pas accès à des bourses, enfin, en tout cas des élèves de familles similaires. Et donc, on va regarder ça, ensuite on va regarder l'impact que ça a sur la répartition de la dépense publique, et on va parler rapidement des causes de ces disparités, et on va faire quelques propositions qui sont dans la note sur comment essayer d'améliorer l'équité des dépenses. Donc, le premier constat qui est fait dans la note du Conseil d'analyse économique et qui s'appuie en grande partie sur un travail qui a été réalisé par deux doctorants, Cécile Bonneau et Sébastien Grosbon, qui ont publié un article en particulier là-dessus, si ça vous intéresse d'aller dans les détails. Et donc, le graphique principal de l'analyse, c'est celui-ci. Donc, ça nous montre le taux d'accès à l'enseignement supérieur des jeunes entre 18 et 24 ans en France. Donc, ça a été fait à partir d'une enquête qui était une enquête de l'INSEE et d'autres institutions qui s'intéressaient aux revenus et au devenir des jeunes, et qui a été faite en 2014, donc ça correspond à cette période-là. Et donc, on peut à la fois mesurer le revenu des parents et ce que font les jeunes, et donc calculer leur taux d'accès à l'enseignement supérieur en fonction des déciles de revenus des familles dont ils sont issus. Donc D1, ça correspond aux 10% des familles qui ont les revenus les plus faibles, et D10, ça correspond aux 10% des familles qui ont les revenus les plus élevés. Et on voit que le taux d'accès à l'enseignement supérieur des familles qui sont les plus modestes, des élèves des familles les plus modestes, est d'environ 30%, alors que le taux d'accès à l'enseignement supérieur des enfants issus des familles les plus aisées est d'environ 90%. Donc il y a un rapport de 1 à 3 entre le taux d'accès à l'enseignement supérieur, ça veut dire est-ce qu'on observe que ces jeunes sont inscrits dans l'enseignement supérieur, entre les jeunes issus des familles les moins favorisées et les jeunes issus des familles les plus défavorisées. Donc ce gradient d'inégalité est assez fort, et en fait une autre surprise de cette analyse, c'est qu'il est à peu près similaire au gradient d'inégalité qu'on observe aux États-Unis. C'est-à-dire il y a à peu près les mêmes inégalités entre l'accès à l'enseignement supérieur des familles les moins aisées et les plus aisées aux États-Unis, alors que c'est un système qui est très différent et qu'on a tendance à considérer depuis la France comme un système beaucoup plus inégalitaire. En fait, on voit que le système français est à peu près aussi inégalitaire en termes d'accès à l'enseignement supérieur que le système américain. Alors, si on s'intéresse non plus simplement à l'accès à l'enseignement supérieur, mais à l'accès à des filières plus sélectives, on voit qu'il y a des disparités d'accès qui sont encore plus importantes. Par exemple, là, sur le graphique, on a sur le graphique B, c'est l'accès aux filières sélectives, c'est-à-dire classes préparatoires, grandes écoles, études de médecine, doctorat, et on voit que parmi les 50% des familles, les jeunes issus des 50% des familles les moins favorisées ont environ un peu moins de 5% de chances d'accéder à ces formations, alors qu'on est à 30% pour les jeunes issus des familles les plus favorisées. Donc il y a vraiment un gradient important d'inégalité dans l'accès aux formations les plus sélectives. Alors ensuite, si on s'intéresse à comment ces inégalités de parcours se translate en inégalité de dépenses d'investissement, on va trouver qu'il y a des dépenses d'investissement qui sont différentes en fonction du milieu social. Pour la première raison qui est parce que les jeunes issus des familles les moins favorisées accèdent moins souvent à l'enseignement supérieur, donc du coup l'État ne va pas investir puisqu'ils ne vont pas avoir de dépenses d'enseignement supérieur pour ces jeunes. Et puis l'autre facteur, c'est que quand ils accèdent à l'enseignement supérieur, ils ne vont pas forcément dans les mêmes formations. Et donc du coup, il y a des formations qui sont plus ou moins, dont la dépense est plus ou moins élevée, comme l'a montré Élise Huiry. Et donc du coup, là, c'est un autre facteur d'inégalité. Mais le facteur principal, c'est vraiment que les jeunes issus des familles les moins favorisées vont beaucoup moins
dans l'enseignement supérieur. Donc c'est ça vraiment ce qui creuse les inégalités de dépenses d'investissement d'éducation entre les jeunes issus de différents milieux sociaux. Et si on fait un cumul de la dépense d'enseignement supérieur sur 6 ans, on voit qu'en moyenne, les jeunes qui sont issus des familles les moins favorisées, la dépense publique va être environ de 10 000 € sur 6 ans en dépenses d'enseignement supérieur, contre environ 20 000 € pour les jeunes issus de familles les plus favorisées, donc un rapport de 1 à 2. Et sur le graphique, on voit donc les barres bleues, ça correspond à la dépense publique, et la partie noire, ça correspond à la dépense privée, parce qu'effectivement, parmi en particulier les familles les plus favorisées, ils vont aller plus souvent dans des institutions où il y a des frais d'inscription, donc ils vont payer en plus des frais d'inscription plus élevés, et donc du coup, ça accentue encore les différences d'investissement quand on prend en compte à la fois dépenses publiques et dépenses privées. Et donc, si on fait un peu si on se demande quelle est la part de ces disparités qui vient de l'accès et quelle est la part qui vient au fait que les parcours au sein de l'enseignement supérieur sont différents, environ 70% des écarts vient justement des disparités d'accès, au fait que les ménages qui viennent des milieux les moins favorisés, les jeunes les moins favorisés, vont moins souvent dans l'enseignement supérieur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire peut-être que ça, c'est vraiment la dépense publique en termes de dépenses d'éducation, mais il y a aussi tout le système d'aide qui pourrait venir aider les jeunes issus des familles les moins favorisées. Or, on se rend compte que le système d'aide en faveur des jeunes, qu'ils soient étudiants ou non étudiants en France, en fait, n'est pas tellement si bien ciblé que ça sur les familles les plus modestes. C'est-à-dire que, évidemment, les bourses sur critères sociaux et dans une moindre mesure les aides au logement vont aider les étudiants les plus modestes, et c'est ce qu'on voit dans les prestations sociales touchées par le jeune, c'est la courbe bleue pleine. Mais en fait, il y a une partie des aides aux familles qui est sous la forme de déduction fiscale pour les familles qui ont des enfants en études, et ces déductions fiscales, c'est la courbe noire, et on voit que ces déductions fiscales elles sont d'autant plus importantes que les familles ont des revenus les plus élevés. Donc si on fait en fait la somme de tout ça, on obtient la courbe bleue pointillée. On voit que finalement, le montant des aides qui est distribué aux jeunes ne dépend pas tellement du niveau de revenu de la famille. Et donc, ces aides sociales ne compensent pas les inégalités qu'il peut y avoir par ailleurs sur l'inégalité de dépenses d'éducation. Alors, donc, une fois qu'on a analyser ce constat, on peut se demander quels sont les freins qui empêchent les jeunes de milieux moins favorisés d'accéder à l'enseignement supérieur. Et on peut classifier en 2 types de freins. Il y a les freins qui sont liés aux inégalités d'accès, qui sont liés aux inégalités de parcours scolaire, qui sont antérieures au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. Puis il y a les freins qui pourraient être liés à des inégalités de capacité de financement. Donc ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais je voudrais juste insister sur le fait que quand on regarde effectivement les aides qui sont données par les familles, en plus des aides sociales que peuvent recevoir les jeunes, on voit effectivement qu'il y a une grande disparité, que les familles les plus aisées sont à même de beaucoup plus aider les jeunes en études que les familles les moins favorisées, et que donc du coup, effectivement, il y a vraiment des différences financières entre les jeunes en études parmi les familles favorisées et moins favorisées. Si je reviens sur le premier point, les freins liés aux différences de parcours, ce qu'on montre, c'est qu'évidemment, il y a des inégalités de parcours qui se créent en amont du baccalauréat, et c'est important d'avoir des politiques publiques qui essayent de s'attaquer à ces inégalités. Néanmoins, ça n'explique pas tout, et en particulier, il y a un rapport qui avait été fait par l'Institut des politiques publiques en 2021 sur les grandes écoles, l'accès aux grandes écoles, et ce rapport montre que les différences de niveau scolaire n'expliquent que 40% des disparités sociales d'accès aux grandes écoles. Donc ce n'est pas du tout le seul élément qui joue et qui pourrait expliquer les différences d'accès à l'enseignement supérieur. Et il y en a une autre qui est vraiment liée à des différences en termes d'information sur ce qu'on peut faire après le bac, et ensuite quels sont les métiers qui peuvent être ouverts si on a fait telle ou telle formation, et un certain nombre de biais qui vont faire que des jeunes de milieux sociaux
différents, même à niveau scolaire égal, vont du coup avoir de l'information différente sur les formations existantes et vont avoir des ambitions différentes. Et ça, un travail d'Élise Huillery et de Nina Guyon le montre, par exemple, pour des collégiens, que même en contrôlant pour le niveau scolaire, on a ces différences d'aspiration. Et donc là, on peut se demander quelles sont les politiques publiques qui peuvent être mises en place pour essayer de s'attaquer à ces biais. Donc je vais finir par un certain nombre de propositions qu'on a faites dans la note pour justement essayer de s'attaquer aux différents problèmes qu'on a identifiés. Donc Élise Huillery avait déjà parlé du problème des disparités de dépenses. Si on se pose vraiment la question de l'équité des dépenses, il y a donc un premier point qui est soutenir mieux financièrement les élèves issus des milieux les moins favorisés. Donc on a une série de mesures qui visent à augmenter le niveau des bourses, à élargir les bourses aussi aux familles qui sont des classes moyennes et qui sont finalement relativement peu aidées aussi, et augmenter la dépense sur le logement étudiant. Parce qu'on fait le constat que les logements Crous, ça représente à peu près 10% de l'ensemble des étudiants, donc c'est relativement peu. Donc on a un certain nombre de mesures pour augmenter le logement, pour construire 25 000 logements étudiants en plus par an. Et donc on chiffre ces mesures d'augmentation des bourses et d'élargissement à 66% des familles à 870 millions d'euros par an et les constructions, rénovations de logements à 300 millions d'euros par an. Ensuite, on a d'autres mesures qui ne sont pas directement financières, mais qui sont plus liées à la façon d'élargir le recrutement. Donc, on constate que les programmes égalité des chances pour essayer d'ouvrir le recrutement, en particulier des filières sélectives, pour l'instant ont eu des effets limités. Et ils concernent un nombre limité d'élèves, environ 1,5% des collégiens et des lycéens chaque année, donc c'est pas beaucoup. Et donc on se pose la question d'avoir des mesures plus volontaristes avec des systèmes de quotas qui existent déjà dans Parcoursup pour, par exemple, les élèves boursiers, mais avoir des politiques d'admission un peu plus volontaristes pour élargir les recrutements. On se pose aussi la question de comment faire pour essayer de lever les stéréotypes qui peuvent exister et qui ont été montrés, qui existent dans la littérature. Alors, il y a un premier volet de mesures qui concerne l'information qu'on peut donner aux étudiants. Oui, on constate qu'il y a finalement pas beaucoup d'informations, donc voilà, on propose d'améliorer l'information sur tout un tas de caractéristiques des formations, à la fois les coûts, mais aussi les rendements et les critères de sélection. Et on recommande aussi d'ouvrir plus de places dans l'enseignement supérieur pour favoriser l'accès d'un plus grand nombre, en particulier de jeunes, de familles plus défavorisées à l'enseignement supérieur. Donc voilà, je vais m'arrêter là, puisque c'est l'essentiel des mesures. On pourra en rediscuter après. Oui, voilà, parce qu'on pourra un peu plus parler effectivement des comment on sort de ce tableau que vous venez de dresser, l'une et l'autre, par quels moyens et comment on peut maximiser l'investissement par rapport au rendement qu'on peut en attendre. Et c'est de cela que Pierre Courtiou va commencer à nous parler. Vous aviez déjà, je pense, défloré un certain nombre de choses qu'il voulait dire, mais c'est pas grave. On va continuer et après, ça sera l'objet de petites discussions entre vous éventuellement sur comment on avance là-dessus dans un contexte budgétaire délicat. Alors je vais prendre la parole. Je n'ai pas de PowerPoint, donc ça va être plus facile, je pense, de tenir les 10 minutes imparties. Enfin, je vais essayer de les tenir les 10 minutes. 15 ? Ah, donc ça change tout. Donc un petit point en complément, en fait, sur ma présentation, en fait, j'ai aussi participé à un groupe de travail sur l'évaluation des bénéfices socio-économiques de l'investissement dans l'immobilier de l'enseignement supérieur et la recherche qui a été faite dans un autre think tank du Premier ministre, donc pas le CAE, mais qui a un fonds stratégique qui est à quelques étages, en tout cas pas très loin maintenant de celui-là, donc dans les lieux assez proches. Le rapport date de 2018, il est disponible sur Internet, donc si vous voulez le regarder et compléter, donc je n'ai pas de PowerPoint, mais voilà, c'est une manière de regarder un petit peu différemment les choses. Parce que ce qui intéressait France Stratégie à l'époque, on avait travaillé sur ce dossier, c'était de regarder, de se dire, est-ce qu'on peut choisir des investissements
sur certains sites, sur certains lieux? Est-ce qu'on a une manière de regarder ces questions-là? Et une manière de rentrer dans ces choix, de dire tel projet d'investissement est plus intéressant ou plus valorisable pour la collectivité. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Donc un des points d'entrée, c'était ce qui était utilisé pour le rapport ici, et qui est aussi une manière classique pour les économistes de mesurer les retours sur investissement. Donc on va retrouver aussi cette méthode dans des publications administratives telles que celles de l'OCDE, régulièrement. Donc on a utilisé ce type de méthode aussi. Alors ce qui différencie notre approche de celle qui avait été développée par le CAE, c'est que ce qui nous intéressait, c'était aussi les rendements sociaux et fiscaux. Donc on n'a pas utilisé les mêmes bases de données, on a utilisé des bases de données qui donnent des informations sur le ménage, les impôts qui sont payés, pour pouvoir calculer des taux d'imposition liés aux bénéfices des salariaux liés à la diplomation. Je suis diplômé, je gagne plus d'argent, mais je vais aussi payer plus d'impôts, je vais payer plus de TVA, je vais payer plus de cotisations sociales. Et on voulait identifier cette partie-là pour mettre en avant autre chose qui est le rendement fiscal, le rendement collectif de ces diplomations. Donc une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas s'il y aura vraiment un débat, parce qu'en fait, pour moi, c'est clair, l'investissement dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui paie. Donc, de toute façon, le degré dans lequel il paie, ça peut être discuté, ça peut être plus ou moins, on peut discuter de la manière comptable dont on le prend en compte, mais ça me paraît quelque chose qui est acquis. Après, un élément qui il me semble pas traité dans votre rapport, mais qui est quelque chose qu'on a regardé dans le rapport de France Stratégie et qui peut permettre de compléter un petit peu ces aspects-là, c'est où est-ce qu'il y a des réserves de valeur. On sait que ça coûte beaucoup, mais est-ce qu'il y aurait moyen de le rendre plus rentable? Et une des questions que s'était posée, donc c'est aussi un côté très, très mécanique, très comptable, on a regardé les effets, on a essayé d'estimer des effets, de se donner une fourchette d'idées, de ce que ça faisait, le redoublement, le fait d'abandonner ses études, et de chiffrer tout ça. Donc quand on arrive quand on applique ce principe à ces rendements, le point qui fâche, et là où il y a des réserves de valeur, pour le dire de manière positive, c'est les licences. Dans les licences, il y a beaucoup d'abandon, beaucoup de redoublement, donc à l'époque, l'estimation qu'on avait faite, c'était que c'était peut-être un peu sévère, mais c'est un point de discussion, c'est que 85% de la valeur était perdue par cet échec, incluant les différents redoublements et les abandons. 85% de la valeur était perdue par cet échec en licence. Donc le point important, c'est qu'une partie de cette réserve de valeur, elle est dans le fait de réussir à faire passer. Parce qu'un étudiant n'abandonne pas et passe rapidement leur licence. Je pense que c'est un point aussi important quand on est sur un point de vue strictement économique, strictement comptable. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va jouer sur la réussite en licence? les grandes questions pédagogiques. Alors le point que je voudrais mettre en discussion, c'est que finalement, quand on a une approche, on va dire un petit peu pluridisciplinaire, en tout cas un peu pluraliste on va avoir des résultats intéressants du côté des sciences de l'éducation et de la sociologie de l'éducation. Un point qui est souvent pointé par les sociologues, c'est de dire que les inégalités, elles se construisent non pas, les inégalités scolaires, c'est-à-dire en termes de niveau scolaire, elles se construisent non pas dans l'école, mais principalement hors de l'école. Donc ça, je suppose qu'il y a des lycéens dans la salle ou des lycéens qui nous écoutent et ils savent que pour une des stratégies utilisées pour minimiser, pour favoriser la réussite à l'école, c'est de moins donner de devoirs à faire chez soi, parce que faire des devoirs chez soi, ça veut dire les faire avec ses parents, ou si ses parents sont suffisamment aisés, on va pouvoir payer quelqu'un qui va vous aider à faire les devoirs. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir des conditions matérielles qui sont bonnes pour travailler, c'est-à-dire avoir peut-être une pièce, ne pas avoir son petit frère qui joue à côté à la PlayStation, ou des choses comme ça. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont favoriser la réussite. Donc ça, c'est vrai pour le niveau scolaire. Les dispositifs qui sont mis en place, c'est moins de devoirs à faire aller chez soi. Alors, parfois, les parents ne sont pas très contents de ça. Et il y a aussi les dispositifs devoirs faits que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être expérimenté, qui sont parfois stigmatisés. Il n'est pas bon, il va en dispositif devoirs faits. Mais c'est aussi une manière de réduire ces inégalités scolaires. Donc j'allais dire, pour l'enseignement supérieur, c'est un peu la même chose. Si on veut réduire, de mon point de vue, les marges qu'on va avoir pour réduire cet échec en licence, c'est favoriser ce temps scolaire. Pour le formuler de manière économique, je dirais il faut maximiser le temps passé sur le campus et minimiser la dépendance financière à la famille. Et ça,
sur le coût des dépenses financières à la famille, en France, on a beaucoup d'efforts à faire, notamment face à nos voisins anglo-saxons et nos voisins nordiques, qui sont très, très en avance là-dessus, où l'enseignement supérieur est un élément d'autonomisation du jeune adulte, et c'est un point important, et on lui donne beaucoup plus de ressources, il a accès à beaucoup plus de ressources pour réussir cette phase d'autonomisation. Donc ça, je pense que c'est les grandes lignes sur lesquelles on peut avancer. Sur l'aspect investissement, donc les pistes, ça va être l'investissement immobilier. Quel type d'investissement immobilier on peut faire? Je pense qu'un point important, si on a cette idée en tête, c'est-à-dire maximiser le temps passé sur le campus et minimiser la dépendance financière aux parents, c'est développer des campus dans lesquels il y a des logements universitaires. Ça veut dire minimiser le temps de transport entre le campus et le lieu de vie. Il faut que quelque part nos lieux d'enseignement soient l'équivalent de station F. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les startups, c'est super parce qu'ils ont la poste, ils peuvent se restaurer sur place, ils ont des lieux, des salles de réunion, et un campus, ça va être pensé comme ça. Un étudiant, c'est aussi quelque part un start-upper, et on devrait avoir des campus digne d'une startup nation, pour faire un petit jeu de mots. Et un campus digne d'une startup nation, ça veut dire un campus dans lequel vous allez avoir beaucoup de services sur place. Ces services, c'est la cantine, ces services, c'est les bibliothèques, l'accès aussi à des tiers-lieux, des lieux dans lesquels les étudiants peuvent se rencontrer, parce que les bibliothèques, on ne parle pas normalement, on peut échanger, faire du travail en commun. Donc tout ça, ça renvoie à des projets pédagogiques aussi, qui quelque part peuvent être cadrés au niveau national, mais ils doivent renvoyer à des projets d'établissement. Je pense que c'est aussi important d'insister là-dessus. Avoir un cadrage financier national, mais des projets d'établissement qui sont en lien avec les publics. Les publics, notamment en termes d'origine sociale, sont très différenciés selon les territoires, selon les académies. Voilà, donc je pense que c'est les points importants qu'il faut avoir en tête. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore pour être relativement court et rattraper le temps, laisser plus de temps au débat? Sur l'aspect ressources financières, en fait, tout est possible. Une fois qu'on a donné des cadrages, quand on regarde un peu ce que font nos voisins, on peut développer les bourses, on peut développer les prêts étudiants. Alors, les prêts étudiants, si on me demande mon avis, je vous dirais qu'il faut faire ce qu'on appelle des prêts remboursements contingents revenus, c'est-à-dire des prêts pour lesquels le remboursement n'est dû effectivement que quand le niveau de rémunération de l'ancien étudiant est suffisant. Voilà, donc quelque part quelque chose qui est un peu calé sur de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire aussi conserver des dispositifs de remboursement des prêts étudiants qui soient inclus dans le dispositif public et pas délégués complètement à des banques. Sur l'aspect emploi étudiant, l'emploi étudiant, je pense qu'un des mots-clés, c'est développer un emploi étudiant de qualité. Alors, il y en a qui vont faire des grandes écoles, qui n'ont pas le temps, qui vont maximiser leur temps de travail, qui vont être tout le temps en train de travailler, c'est une possibilité. Je pense que c'est aussi bien d'avoir le choix. Tout le monde n'a pas forcément ce profil-là, tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Une manière de s'autonomiser, d'avoir des ressources, c'est aussi d'avoir accès à un travail. Alors, je ne vais pas me faire pas faire l'apologie des petits boulots, mais ces petits boulots, ils doivent aussi se penser en lien avec le campus. Perdre son temps entre son lieu de vie, son campus, et puis son petit boulot ou son boulot de ressources complémentaires, c'est aussi un facteur d'échec à l'université. Donc, penser cette réussite à l'université dans une perspective diverse, pas uniquement les grandes écoles, j'allais dire, c'est aussi penser à ce lien, ce qui fait que ça renvoie aussi au fait que c'est des projets qui sont territoriaux, liés aux établissements, des projets territoriaux. Donc j'évoquais les emplois de qualité, et là encore, on est... j'allais dire, le modèle qui pourrait servir de référence, vous avez dû le comprendre de manière indirecte, c'est le modèle nordique, avec l'idée que ce qui me paraît intéressant dans cette approche de l'enseignement supérieur, c'est l'intégration de l'enseignement supérieur à la formation continue. Ça veut dire que penser l'accès à l'éducation, non pas uniquement en formation initiale, mais en formation tout au long de la vie. Et je pense que là, les perspectives ouvertes à l'université, l'enseignement supérieur sont très très larges en France, et je pense qu'il ne faut pas louper le coche, surtout dans une période dans laquelle on est en train de mettre en place des comptes individuels de formation. Donc là, c'est un outil qu'il faudrait quelque part intégrer aux aides publiques qu'on peut mettre en place pour les étudiants, pour cette suite dans des cursus. Donc c'est ça, je veux dire, l'intérêt du
du modèle suédois en tête, cette intégration formation initiale, formation continue, pour pousser un petit peu l'accès à l'enseignement supérieur un peu au-delà de l'enseignement initial, de l'éducation initiale. Et puis aussi un mélange de bourses et de prêts qui historiquement a tenu assez longtemps dans les pays nordiques et qui, dans des proportions variables, qui ont dépendu, vous vous en doutez, des majorités plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche durant cette période, mais qui est une tradition du modèle suédois depuis l'après-guerre. Voilà, pour être assez synthétique. Bien, merci beaucoup. En fait, il y a pas mal de questions, c'est très bien. Je vais vous les poser directement, ça sera plus simple. En gros, il y a des questions qui donnent plus de détails en fait, sur les informations que vous avez données, et en particulier de comparaison, c'est-à-dire, par exemple, sur la question des salaires, sur les suppléments de salaire, sur la rentabilité pour les individus, pour les diplômés. Voilà. Est-ce qu'il y a une évolution de cette comparaison de génération en génération, de ce supplément de rémunération de génération en génération selon le bac, par exemple si on prend le bac décroché en 1970, est-ce qu'il a le même rendement en 1995 et ensuite en 2000, en 2010, etc. Donc ça c'était une des questions. Je crois que sur les graphiques c'était un peu visible, hein, donc il peut peut-être le redire très précisément. Voilà. Et puis la comparaison, on a commencé un peu à évoquer ça quand vous parliez justement des pays scandinaves ou des pays anglo-saxons. C'est si on fait la comparaison sur les mêmes données que vous faites avec d'autres pays, où en est la France par rapport à ces questions-là. Voilà, ça c'était des questions sur le détail de l'information donnée. Après, il y aura un autre type de questions. Qui veut répondre en premier ? Je vais répondre pour la partie... donc, est-ce que avoir un bac dans les années 70, c'est pareil qu'avoir un bac dans les années 90 ? C'est à peu près ça la question. Alors, on a... Voilà, parce qu'en fait, donc nous, ce qu'on a fait avec Gabriel, c'est de justement tout comparer à des gens qui n'ont que le bac. Donc, on ne peut pas dire avoir un bac par rapport à avoir, par exemple, un brevet. Ça, on n'a pas regardé. Par contre, ce qu'on a regardé, c'est avoir une licence... donc tous les gens qui ont des licences dans les années 90, combien ils gagnent en plus par rapport au bac, c'est 30%. Dans les années 2000, tous les gens qui ont une licence, combien ils gagnent par rapport à ceux qui ont un bac, 30%. Dans les années 2010, combien gagnent ceux qui ont une licence par rapport à ceux-là, 30%. Donc ça ne baisse pas. Donc je pense que c'était ça la question. Hein. C'est vraiment justement alors même que quand même entre les 20, enfin sur cet écart de 20 années, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont des licences. Donc il y a eu en parallèle une augmentation des gens qui ont des licences, comme de master, comme de plein d'autres diplômes, mais pas de baisse de l'écart de salaire entre ceux qui ont une licence et ceux qui ont le bac. Je ne sais pas si c'est clair. Ça permet de répondre à une autre question complémentaire, c'est que sur l'accroissement démographique, la quantité d'étudiants ne crée pas d'appauvrissement des rémunérations dans les filières que vous avez observées. Voilà, c'était une autre question. Et ensuite, il y a la question de la comparaison avec d'autres systèmes, d'autres pays, sur l'investissement, sur les différences de rendement et d'investissement. Est-ce que vous avez des éléments à donner ? Donc, pour parler des autres pays, donc, déjà en termes de rendement, il faut voir qu'on est quand même en France dans un système où il y a le salaire minimum qui joue un rôle très important dans la formation des salaires. Et donc, ça a tendance à compresser les différences salariales, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui sont sur le marché du travail qui sont au salaire minimum, et du coup, ça compresse plutôt, enfin, ça fait qu'il n'y a pas des salaires trop faibles, ce qui est une bonne chose. Mais ce qui fait que du coup, ensuite, quand on compare les rendements, par exemple, par rapport à d'autres pays, bah, ça fait que les rendements sont plus faibles parce qu'il y a ce finalement choix social qui est fait d'avoir une compression des salaires. Et donc, c'est vrai que quand on regarde, par exemple, les rendements de l'éducation supérieure aux États-Unis, ils sont beaucoup plus élevés, ils sont de l'ordre de 60 à 80%. Mais
c'est parce que en fait, ils ont un système qui est beaucoup plus inégalitaire aussi dans la formation des salaires, et les salaires minimums ont tendance à être beaucoup plus faibles. Et donc, effectivement, ceux qui n'ont pas de diplôme vont avoir des salaires beaucoup plus faibles qu'en France. Mais donc, en un sens, c'est aussi le fait que les rendements ne sont pas tous les mêmes partout, c'est aussi lié à ce choix social de la façon dont on forme les salaires. Donc, il y a ça qui est important à avoir en tête. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a peut-être moins d'inégalités en bas de la distribution des salaires que dans d'autres pays. Mais il faut quand même voir aussi que, par exemple, le fait de ne pas avoir son bac, c'est quelque chose qui est de plus en plus pénalisant. C'était moins pénalisant dans les années 70 que maintenant, par exemple. Donc, on voit quand même que le rôle du diplôme est très important. L'autre point, c'est sur l'investissement global. Donc, la France se distingue par un investissement qui est essentiellement un investissement public en enseignement supérieur. Il y a la dépense publique d'investissement dans l'enseignement supérieur correspond à peu près à 1,2% du PIB. Et il y a un petit peu plus, il y a en gros 0,3% de dépenses privées. Donc, en tout, on est à 1,5% de dépenses d'enseignement supérieur essentiellement financées par la puissance publique. Il y a d'autres modèles comme les États-Unis où il y a moins de dépenses publiques mais plus de dépenses privées. Et puis, il y a les modèles nordiques où il y a plus de dépenses publiques qu'en France. Donc, il y a des pays où on est plutôt à 1,8% de dépenses d'enseignement supérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des marges de progression en France. Oui, en fait, je voulais compléter en disant de mon point de vue, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est poids de la fiscalité. Et en fait, est-ce que la fiscalité est plus ou moins redistributive? Ça va jouer sur les rendements. Alors, le point que vous évoquiez sur l'aspect distribution des salaires, négociation salariale, hein, pour le coup, c'est un vrai sujet. Ça, les salaires, comment ça va, voilà, surtout en ce moment, c'est ce que je voulais dire. Donc, comment sont négociés les salaires? Est-ce qu'il y a un pouvoir de négociation salariale? Est-ce que les salaires sont compressés? Alors, le terme compressé, peut-être pas. Enfin, il y a déjà un biais. Il y a déjà un biais quand on dit qu'ils sont compressés. Comment ils sont fixés? Est-ce que c'est des négociations collectives? Notamment, les pays nordiques, effectivement, ont une distribution beaucoup plus faible. Et à ça s'ajoute l'aspect fiscalité redistributive. Donc, une fiscalité redistributive, ça veut dire que le bonus salarial lié aux diplômés va être rongé, entre guillemets, par la fiscalité. Donc, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, il ne faut jamais regarder uniquement le bénéfice, le rendement privé. Il faut regarder aussi ce qu'on appelle le rendement fiscal, c'est-à-dire ce qu'il y a du côté fiscalité. Ce qui revient à la collectivité, qui est aussi une production de cette éducation, mais qui va transiter via la collectivité, pour le public. Donc sur ce point-là, pour la France, et je ne sais plus si je l'avais dit, mais les résultats qu'on avait dans le rapport de France Stratégie, c'était que pour les diplômes, à peu près 50% de la valeur socio-fiscale, 50% de la valeur correspondait à un bonus socio-fiscal, et 50% revenait à la... En gros, pour fixer les choses, on avait calculé ce qu'on appelle les valeurs actuelles nettes. La valeur actuelle nette, c'est rentrant en compte, en remettant au jour d'aujourd'hui ce que rapportait un diplôme, on était de l'ordre de 91 000 euros pour une licence, et sur ces 91 000 euros, on avait la moitié qui correspondait à des bénéfices mutualisés. Par l'impôt, vous voulez dire? Par l'impôt. C'est ça. Socio-fiscaux, ça veut dire qu'ils vont servir les cotisations sociales, qui vont servir à financer les retraites d'autres personnes, les différentes allocations sociales, et puis cet aspect TVA, il y avait aussi la TVA et l'impôt sur le revenu. Je voulais ajouter quelque chose sur la question de la comparaison internationale, en plus de ce qu'ont dit mes collègues. Aujourd'hui, notre investissement en pourcentage du PIB dans l'enseignement supérieur, il est en dessous de la plupart de nos pays voisins, par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, etc. Et dans ce qu'on propose, qui peut paraître un petit peu cher, tout à l'heure on a dit, si on veut qu'en licence et en master, on ait le même niveau de formation qu'en DUT, il faudrait 4,8 milliards en plus par année. Vous m'avez fait répéter par année, oui, par année. Et dans les mesures que Gabriel Fac a mentionnées pour aider notamment les populations étudiantes issues de familles plus défavorisées, on est en tout à 7 milliards. Donc, si on augmentait de 7 milliards, vous pourriez dire ah oui, mais là, c'est beaucoup trop, etc. En fait, on ne ferait que rattraper le niveau de dépenses
de l'Allemagne et des Pays-Bas, par exemple. Et on serait encore en dessous du niveau de dépenses de la Suède, de la Norvège, des pays nordiques, en pourcentage du PIB. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on a un retard par rapport à nos pays, les pays européens voisins, et que les investissements, notamment ceux qu'on propose, ne feraient que rattraper, dans une certaine mesure, pas entièrement, le retard par rapport à ces pays-là. Je profite que le micro passe pour ajouter un élément sur le fait que ce que j'évoquais tout à l'heure, les 91 000 euros de valeur actuelle nette, c'est à comparer aux dépenses qu'on met en œuvre pour avoir ces 91 000 euros. Ça veut dire les dépenses qui ont été présentées jusque-là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a 1 euro en valeur actuelle nette qui sort, ça veut dire qu'on a intérêt à investir. Alors après, il y a d'autres questions qui vont rentrer en ligne de compte. Dans quelle mesure il faut investir là ou ailleurs, dans l'éducation ou dans la santé, etc., etc. Donc des arbitrages qui seront d'un autre ordre. Mais je trouve que cet élément de la valeur nette qui permet une comparaison directe avec les montants investis qu'on a évoqués là, c'est quand même assez flagrant sur les marges qui restent pour l'éducation. Il y avait une question qui faisait remarquer que dans le système anglo-saxon, les frais d'études dans l'enseignement supérieur pris à la charge par les familles est beaucoup plus élevé. Et ce qui m'amène à poser la question qui fâche, c'est la question des droits d'inscription payés par les étudiants, qui est une solution régulièrement avancée dans le débat public quand on dit qu'il faudrait plus de moyens pour l'enseignement supérieur. Il n'y a qu'à faire payer les étudiants. Voilà, comme le font justement par comparaison bien d'autres pays dans beaucoup d'autres filières. Qu'en pensez-vous ? Je commence. Alors, donc, on a absolument... il y a 2 éléments qu'il faut absolument garder en tête si on veut introduire des frais de scolarité. Le premier élément, c'est que ces frais de scolarité doivent être extrêmement progressifs et en fait ne pas du tout toucher au moins 70% de la population étudiante pour qui, d'après les études de Gabriel Fac et son co-auteur Julien Grenet, montrent que la demande d'éducation va varier fortement en fonction du niveau d'aide. Donc inversement, si on augmente les frais de scolarité pour un ensemble assez large de la population, ça freinerait l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, si on veut introduire des frais de scolarité, il faut que ce soit uniquement pour les ménages aisés, premièrement. Et la deuxième chose sur laquelle il faudrait être extrêmement attentif si on faisait ça, c'est que ce ne soit pas l'université d'inscription des étudiants qui bénéficient directement des frais de scolarité collectés auprès des étudiants. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, les universités qui accueillent les publics les plus favorisés avec des frais d'inscription plus élevés auraient des ressources énormes et inversement, les universités qui accueilleraient des publics plus défavorisés n'en auraient pas. Ce qui pose des questions d'équité, évidemment, c'est même pas la peine d'en discuter, mais en plus des incitations extrêmement bizarres pour les universités à inscrire des élèves les plus favorisés possibles pour avoir le plus de frais d'inscription et d'essayer de, au contraire, diminuer la part d'élèves défavorisés. Enfin bref, ça n'aurait ni queue ni tête. Et en plus, ça ne permettrait effectivement pas du tout d'égaliser la qualité des formations, etc. Donc, si on veut introduire des frais d'inscription, il faut le faire, 1, sur des familles seulement favorisées, 2, que ce soit collecté au niveau national et redistribué entre établissements et non pas privatisé au sein de l'établissement. Ça me paraît les 2 conditions nécessaires pour que ça soit équitable et efficace, au sens de ne pas freiner, de ne pas différencier trop les qualités de formation, etc. Donc il y a une autre façon de le faire plus simple, donc il y aurait ça comme façon de faire, et puis sinon ce serait de prélever un impôt progressif qui irait directement au niveau de l'État central pour faire cette même collecte de ressources. Donc après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut le faire sur l'ensemble des ménages riches via un impôt progressif, ou est-ce qu'on veut le faire que sur les ménages riches dont un enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur? Bon, moi, là, en fait, les 2 me vont, quoi. Mais c'est à condition seulement, à ces 2 conditions que j'ai énoncées de mon point de vue. Je ne sais pas si je donne la parole à Gabriel ou à Pierre. Juste pour...
juste pour compléter ce que dit Élise, il y a quand même un élément qui existe déjà dans le système qui est particulièrement anti-redistributif, c'est la demi-part fiscale pour les ménages qui ont des enfants en études, qui ne bénéficient que aux ménages qui payent des impôts et qui bénéficient d'autant plus que les ménages payent plus d'impôts. Donc on pourrait déjà aussi réfléchir à ce point-là et ensuite, si ça ne suffit pas, penser à d'autres systèmes. Bah, ça rapporte un petit peu, c'est pas non plus, mais je pense pas qu'on pourrait non plus augmenter très 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 fortement pour commencer les droits d'inscription. Donc ce serait à mettre en regard de ce qu'on pourrait gagner avec une augmentation des droits d'inscription qui ne serait nécessairement pas, qui ne couvrirait nécessairement pas l'ensemble des besoins. Alors, moi, autant je suis d'accord sur le côté mutualisation des frais. Il y a un risque, en fait, effectivement, à cibler sur l'établissement et à rendre chaque établissement responsable de la collecte de ses droits. En tout cas, 100% de ses droits, ça me paraît effectivement créateur d'inégalités. Après, je vais être un petit peu taquin et je vais juste pointer un des éléments. On a dit les frais de scolarité sur les ménages. Pour moi, tous les ménages qui font de l'enseignement, enfin, qui sont à la fac, c'est les individus qui sont relativement pauvres, donc qui ne paient pas d'impôt sur le revenu et qui seront pauvres par définition. En fait, c'est leur famille. Donc là, on est en train de toucher un des problèmes du système français, donc c'est pas uniquement l'enseignement supérieur, c'est de manière générale la familialisation de l'impôt sur le revenu, le fait que tout est centré autour de la famille. Et ça, c'est une différence majeure institutionnelle, juridique, entre nos pays, pour reprendre les termes de Spink-Anderson, qui sont corporatistes, donc centrés sur le statut du salarié, de monsieur gagne-pain, etc., qui sont construits à partir de ça, et qui, moi, me conviennent pas trop. Je veux dire que je préférais qu'on aille vers un système, alors, le terme c'est libéral, mais libéral dans le sens nordique du terme, c'est-à-dire centré sur l'individu et sur les droits des individus, et pas sur le droit des familles. Donc, centrer les droits d'inscription sur le revenu des parents, en fait, on est en train d'emprisonner quelque part les étudiants avec leur famille. C'est à eux de négocier avec leur famille que ce sera toi et pas ton frère qui ira là, ou je sais pas. Voilà, ça c'est des choses qui sont compliquées, qui me paraissent devoir sortir de la sphère familiale. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, quand je disais sur les pistes. Je pense que la piste principale, c'est l'autonomisation. L'autonomisation, elle peut passer par des bourses, elle peut passer, comme le système nordique, par une partie de bourse, une partie de prêts. Et si on met en place des prêts, je pense qu'effectivement, il faut mettre l'arbitrage, il est ce qu'on veut faire. Alors sur l'histoire de prêts et pré-remboursement contingent, j'anticipe déjà les débats qu'il peut y avoir sur cette. Quand on fait payer les étudiants et qu'on va dire vous allez rembourser en fonction de votre revenu à un moment donné, vous avez une dette et puis si votre revenu est supérieur à un certain seuil, vous allez payer votre annuité et rembourser. Quand on dit ça, ça n'a du sens que si on considère qu'il y a, si on ne veut pas faire payer les personnes qui ne vont pas dans l'enseignement supérieur. La différence là, c'est plus une différence entre les familles riches et les familles pauvres, c'est entre les individus qui ont accès à l'enseignement supérieur et les individus qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur. Alors, on peut décider de considérer que ceux qui ont accès à l'enseignement supérieur, selon des modalités qu'on peut discuter, ont à payer quelque chose. Par contre, voilà, moi je suis pour qu'on passe sur une forme individuelle, quitte à ce qu'il y ait beaucoup d'aide, voire 100% d'aide, et en tout cas laisser tomber cet aspect familial qui, de mon point de vue, va pas dans le bon sens, va pas dans le sens de l'autonomisation des individus. Mais en revanche, sur le principe qu'il y ait des droits d'inscription, ça vous paraît une solution? Dans le principe, il y en a, ils sont réduits, ils sont largement subventionnés. Moi, je ne sais pas si c'est une solution. En fait, la question, c'est l'acceptabilité. Si on parle en termes d'économie politique, on peut dire que quelque part, les classes moyennes ont accepté de payer plus d'impôts parce que, in fine, leurs enfants avaient accès à l'enseignement supérieur. Donc, quelque part, si on remet des droits d'inscription, on est en train de remettre en cause ça. Donc, peut-être que l'acceptabilité sociale, politique de ce genre de mesures sera compliquée. Je pense qu'effectivement, un enjeu important, c'est l'acceptabilité politique. Donc ça implique une réflexion nationale, je pense, sur ces sujets. En tout cas, moi, j'ai pas de religion en la matière. Avec un collègue, on avait proposé à l'époque, c'était il y a quelques années, de mettre en place des pré-remboursements contingents avec l'idée que les sous, la collecte de revenus servent à booster les bourses qui étaient déjà très très basses à cette époque. Donc on peut envisager plein de choses sont possibles. Par contre, il faut se fixer des objectifs et savoir si, sur les grands principes, voilà, par contre là je suis pour une autonomisation et donc sur un principe d'individualisation, séparer l'individu le plus tôt possible de sa famille.
Une question sur les questions d'inégalité géographique, c'est-à-dire les inégalités de revenus que vous constatez, de rendement plutôt que vous constatez. Est-ce qu'il y a aussi une dimension géographique? Est-ce que vous l'avez étudiée ou regardée spécifiquement? On n'avait pas les données qui nous permettaient de faire des analyses géographiques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur en fonction de l'origine géographique des étudiants. Et on trouve qu'en fait, il y a des inégalités, c'est-à-dire ceux qui sont en Île-de-France, ils ont accès à beaucoup plus de formation. Et donc, du coup, ils ont plus accès à l'enseignement supérieur, et en particulier aux grandes écoles, etc., que ceux qui, en fait, viennent d'autres zones de la France. Donc il y a effectivement des inégalités géographiques dans l'accès à l'enseignement supérieur. Bien, il y a une question un peu cruciale, je dirais, que vous avez fait les uns une note pour le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme auprès du Premier ministre, vous auprès de France Stratégie, qui est un autre organisme auprès du Premier ministre. Et donc la question posée est, est-ce qu'il y a eu une résonance de vos recherches auprès des décideurs politiques? Autrement dit, est-ce qu'il y aura des actes? Donc notre recherche est indépendante des choix politiques. Donc voilà, on a fait notre recherche de façon entièrement indépendante. Donc après, c'est au pouvoir politique de se saisir de ce débat. D'après ce qu'on a compris, il y a effectivement un questionnement très fort sur en particulier les déterminants de l'échec en licence et de la façon d'améliorer le taux de réussite en licence. Donc j'espère qu'il y a des choses qui vont être faites là-dessus. Donc voilà, c'est au pouvoir public de s'emparer de ces questions. Je crois qu'il y a des choses qui sont en réflexion. Mais peut-être pour donner un aperçu de ce qu'on fait au Conseil d'analyse économique, c'est qu'effectivement, quand on produit une note de ce type, même si elle est faite de manière complètement indépendante, on va la présenter. Donc on l'a présentée à l'Élysée, à Matignon, à Bercy, au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bon, l'accueil a été... Alors c'était peut-être une mauvaise temporalité, c'est-à-dire que c'était en décembre 2021. Donc on était 6 mois avant les élections. Du coup, tout le monde l'accueil des résultats a été tout à fait positif. Tout le monde a trouvé que c'était important, qu'il fallait investir davantage dans l'enseignement supérieur et la recherche. Puis après, la campagne présidentielle a été ce qu'elle a été. Vous l'avez tous suivi comme nous. Et en fait, on n'a pas parlé de ça du tout. On n'a pas parlé de grand-chose d'ailleurs, par ailleurs. Bon, puis après, dans les programmes, on n'a pas vu spécialement de conséquences de ça. Donc, en vérité, un petit peu, mais pas dans le programme du président, en tout cas. Dans d'autres programmes qui sont passés complètement... Il n'y a pas eu de débat du tout sur ce sujet et du coup, ça n'a pas effectivement donné lieu à vraiment des prises de position, des prises de décision de politique publique en ce sens. Moi, l'avantage du travail que j'ai fait, c'est qu'il sera obligatoirement utilisé parce qu'il sert de référentiel théoriquement pour les discussions autour des plans d'investissement d'avenir pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc il y a des règles pour discuter des investissements publics où on leur demande une évaluation socio-économique. Donc ces chiffres-là sont censés servir et alimenter les projets d'investissement immobilier de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Donc c'est le côté sympathique de la recherche, le côté ça sert aux administrations. Mais un point cependant, moi j'étais étonné en tant que chercheur en évoluant dans le milieu des administrations, c'est de la coupure entre les administrations, les différentes administrations, notamment tout ce qui est du côté MESRI, enfin MESR maintenant, donc les administrations d'enseignement supérieur et de la recherche, ne connaissent pas du tout les aspects fiscaux qu'on a évoqués ici, l'aspect rendement d'éducation. Ce n'est pas les données qu'ils sont habitués à utiliser, ils utilisent des données qui sont des données bâtimentaires sur l'université, des données sur l'insertion des diplômés. Et c'est vrai que je vois que, en tout cas, je conçois le rôle des universitaires comme un liant entre ces différentes administrations. Et c'est vrai que c'est une manière en tout cas, c'est comme ça que je vois mon rôle dans ce genre d'administration, de faire le lien entre ces mondes parfois séparés, les administrations économiques et d'éducation.
En fait, ce qui reste à faire passer, c'est l'idée que c'est un investissement, et qu'un investissement a un rendement, et que ce rendement peut se calculer. C'est parce qu'on est uniquement soit dans la dépense, soit dans la recette, mais les deux ne se parlent pas. Juste, par exemple, sur la valeur actuelle nette qui devrait pouvoir servir directement aux arbitrages budgétaires. Je veux dire, quand vous êtes une administration, que vous avez négocié votre place dans le budget, c'est bien important de mettre ça en avant. Et j'ai l'impression que les administrations du côté éducation supérieure étaient peu sensibles, en tout cas avaient du mal à s'approprier ces outils, qui sont des outils quand même assez puissants du point de vue économique pour défendre son bout de gras, quoi. Il y a une question, alors justement, là, on n'est plus sur l'idée de faire payer les étudiants leurs frais d'inscription, mais qui est plutôt celui du revenu universel étudiant, qui a été proposé pour le coup, effectivement, dans des programmes politiques, par la NUPES en l'occurrence. Voilà, est-ce que cette idée-là, qui vient par un autre bout que l'investissement éducatif, peut solutionner ou pas, et dans quelle mesure, les différents obstacles et problèmes que vous avez soulevés? Qui veut répondre? On n'a pas complètement scientifiquement la capacité de répondre à la question de à quel point un revenu étudiant permettrait d'augmenter l'accès à l'enseignement supérieur, si ce n'est quand même que... Alors j'aurais dû donner le micro du coup, Gabriel, puisque dans un travail scientifique de Gabriel Fac et de Julien Grenet, ils ont montré que quand on augmente les bourses, on augmente l'accès à l'enseignement supérieur des classes moyennes et populaires. Donc, un revenu étudiant, si ce travail-là devait être utilisé, on aurait plutôt un espoir que ça, effectivement, ça augmente l'accès à l'enseignement supérieur de tout un tas de personnes qui se trouvent dans les déciles de revenus, dans les 50% les plus pauvres, voire un peu plus peut-être. Après, la question, donc, pour ceux qui sont dans les déciles les plus élevés, les 30% les plus riches, par exemple, il n'y a pas de raison que le revenu étudiant change quoi que ce soit à la demande d'éducation de ces personnes, puisqu'elles n'ont pas de soucis financiers à faire des études. Après, il y a la question de l'autonomie, donc c'est une question philosophique, mais pas on n'augmenterait pas l'accès à l'enseignement supérieur des plus riches, des étudiants issus de familles les plus riches, avec un revenu étudiant. C'est autre chose. Par contre, on a un bon espoir que ça augmente effectivement l'accès à l'enseignement supérieur de tout un tas de gens qui ont des contraintes financières actuellement, et que ce revenu étudiant permettrait de libérer de ces contraintes financières. Donc il faudrait le tester. Il faudrait le tester justement pour vérifier que ça fait bien cet effet-là. Il y a eu des travaux sur le Danemark. Ce qu'il y a, c'est que finalement... parler de revenus étudiants, de bourses, etc., finalement, ces choses-là, c'est un peu la même chose. Ce que la recherche tente à montrer, c'est que c'est important de donner assez d'argent aux jeunes quand ils rentrent dans l'enseignement supérieur. Et que si on regarde en gros le niveau de bourse en France, pour un jeune qui ne peut pas être aidé beaucoup par cette famille, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'on est à un niveau où il y a certains jeunes, effectivement, qui ont pas assez d'argent. Du coup, ils sont obligés d'aller faire des petits boulots qui sont des petits boulots alimentaires et qui vont, ça a été montré aussi dans la recherche, qui vont baisser leurs chances de réussite. Et donc, ce serait, si on veut favoriser la réussite, c'est important de donner suffisamment d'argent aux jeunes au moment où ils s'inscrivent dans l'enseignement supérieur. Et après, que ce soit avec des prêts contingents, des bourses ou des revenus universels, finalement, ce qui est important, c'est qu'ils en aient assez au moment où ils s'inscrivent et qu'ensuite, on peut discuter de la façon dont, effectivement, cet argent doit être remboursé par la collectivité. Globalement, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Après, du point de vue philosophique, je pense que c'est ça peut-être où le bas blesse le plus pour moi, parce que c'est un peu paradoxal, mais il me semble qu'un revenu universel étudiant, il faudrait le compléter, donc il n'est peut-être pas complètement universel, par un revenu universel lycéen qui permette d'augmenter l'accès à l'enseignement supérieur. Donc les termes me gênent un petit peu. Je pense qu'on peut discuter du revenu universel, mais sur le revenu universel étudiant, en laissant de côté les personnes qui sont au lycée et qui auraient des problèmes qui sont aussi, dont les problèmes au lycée et pour l'accès à l'enseignement supérieur relèvent en partie d'inégalités scolaires dont on sait qu'elles sont en tout cas très corrélées avec le revenu, ça me dérange, voilà, donc du point de vue philosophique. Mais encore une fois, pour les revenus, effectivement, je suis complètement d'accord.
Oui, donc c'est plutôt effectivement favorable à l'idée qu'il y ait un revenu universel permettant d'accéder, en l'occurrence, à des études. Donc universel au sens pour les jeunes, y compris les jeunes, incluant les jeunes. Si je peux, là, dans ce cas-là, moi, ce qui aurait ma préférence, ce serait des comptes du type compte, excusez-moi, le compte de formation, le compte individuel de formation, ce genre de choses. Je pense que là, c'est une manière de rendre universel un droit, quitte à différer l'accès, quitte à voilà. Autant je suis favorable à l'université du droit, et donc ce droit donnant lieu à un revenu qui peut, mais sur le terme comme ça, revenu étudiant ou même le salaire étudiant, je suis pas, voilà, je suis pas. C'est aussi une forme de mépris pour le travail des gens qui n'ont pas l'enseignement supérieur et qui aussi travaillent aussi un salaire qui peut être problématique. Enfin, mais on est d'un point de vue philosophique, hein, ça me gêne du point de vue philosophique. D'accord. La question quand même qu'on avait posée tout à l'heure, la réponse que vous aviez donnée à la question des droits d'inscription, ce qui est quand même pas un problème juridique si on dit que c'est seulement les catégories les plus aisées qui auront à payer un droit d'inscription et pas les autres. C'est déjà ce que font plein d'établissements, hein. Donc Sciences Po, Dauphine, on a des droits d'inscription qui dépendent du revenu des familles. Donc s'ils le font, j'ose imaginer, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ose imaginer que si ces établissements le font, c'est qu'il n'y a pas de problème juridique à faire des droits d'inscription fonction du revenu des parents. Sauf que si c'est versé à l'État, fiscalement, c'est pas la même chose que quand c'est versé à un établissement choisi. Juridiquement. De toute façon, moi je préfère. Y a-t-il un juriste dans la salle? Y a-t-il un juriste dans la salle? L'impôt est déjà fonction du revenu. Non, je pense que ça poserait pas de problème juridique, mais là il faudrait effectivement s'adresser à un juriste pour savoir. Et ça veut dire que cet impôt est fléché vers l'accès à l'enseignement, supérieur ou pas. Oui, c'est la non-fongibilité. Voilà. Donc c'est pas tout à fait gagné quand même, tout de même. D'accord. La question macroéconomique, je dirais, ou macro-budgétaire, c'est quand on fait l'addition de tout ça. Alors vous avez dit que les autres le font, d'autres pays le font, peut-être pas tous quand même. Ils sont peut-être pas tous dans la même situation budgétaire que la France, que l'État français. Donc la question du coût global, comment vous le résolvez de façon macroéconomique, de quelle façon? Alors, à court terme et à long terme, c'est des questions différentes, puisque à long terme, et je veux tout de suite écarter, ça s'autofinance. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Je veux dire, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Pierre Courtiot l'a dit, les travaux sur des données internationales le disent, c'est un investissement qui s'autofinance dans le temps, donc on n'a qu'un problème de court terme. On pourrait même emprunter, c'est typiquement le genre de dépenses qui se justifie d'être emprunté, puisque justement c'est un investissement. Donc on a deux manières de faire à court terme, soit on le fait par un impôt, une taxe, on l'appelle comme on veut, mais quelque chose qui permet de prélever de la ressource. On parle de 7 milliards. Si on voulait voir les choses encore plus grand, on pourrait aller à 10 milliards. On a encore un système fiscal, même s'il est, je veux dire, il est déjà important. La dépense publique est importante en France. On a un système fiscal qui peut encore être optimisé, revu avec beaucoup de niches, beaucoup de dépenses comme celle que Gabriel a mentionnée, c'est-à-dire par exemple la part fiscale pour les ménages en fonction du nombre d'étudiants. On a encore du gras, quoi. Il y a du gras parce qu'il y a un système fiscal qui peut être amélioré avec une progressivité qui peut être améliorée pour générer des ressources supplémentaires. Et si on ne veut pas faire ça, on peut l'emprunter puisque c'est un investissement qui s'autofinance à long terme. Pierre ou Gabriel? Juste peut-être pour compléter là-dessus, comment est-ce qu'on peut décider entre différents types de dépenses? Donc il y a un travail qui a été fait pour le coup sur les États-Unis, mais qui a comparé en fait le rendement de
toutes les politiques publiques possibles pour lesquelles on avait eu justement cette valeur actualisée nette. Et à la fin, ce qui ressort, c'est un résultat finalement assez intuitif, mais qui vaut quand même le coup d'être dit, c'est que les investissements qui se remboursent sur le long terme et qui sont du coup les plus rentables pour la société en général, c'est les investissements qu'on fait sur les enfants et sur les jeunes, et en particulier sur les enfants et sur les jeunes de milieux défavorisés, à la fois sur la santé et sur l'éducation. Ces investissements-là, ils rapportent dans le temps énormément d'argent aux jeunes eux-mêmes et ensuite à la société en général. Et donc, si on devait choisir, c'est quand même là-dessus qu'il faudrait mettre l'accent parmi l'ensemble de toutes les politiques publiques, en tout cas selon ce type d'études. Je sais peut-être un petit point. Effectivement, il y a plein de possibilités. Je voudrais juste nuancer peut-être le côté. En tout cas, il y a sur l'aspect fiscal. C'est un débat qui est politique. Je pense c'est vraiment des choix politiques qui doivent être débattus. Ils sont en train d'en débattre ou pas, mais je pense que c'est une vraie question. Et la question des outils pour mesurer ça, de l'accessibilité des outils pour mesurer ces choix fiscaux est très importante. Et je pense que c'est important aussi pour les chercheurs de mettre sur la place publique ces différentes évaluations. Donc voilà, je pense que c'est un premier point. Après, je voulais juste nuancer ce que disait Gabriel. Je vois bien cette idée de on dépense maintenant pour les jeunes. C'est difficile d'aller contre les dépenses de santé des plus jeunes parce que l'horizon temporel est très long. Mais je voudrais aussi que dans un débat budgétaire, on ait en tête que quand on a investi à un moment donné sur des populations jeunes, on a accepté. On n'a pas investi sur tout le monde, on a accepté de ne pas investir ou pas autant sur des personnes à un moment donné. Donc quelque part, leur contribution, elle est aussi présente. Et ils ont droit aussi à une forme de retour, que ce soit par l'impôt ou que ce soit par des nouveaux investissements, tels que la formation continue, plus tard dans le temps. Donc, parce qu'en fait, ce type de raisonnement conduit à rejeter la formation continue et l'accent en disant « Ah oui, mais l'horizon des plus âgés, il est faible, donc il ne rapporte pas beaucoup. » En fait, ils ont aussi contribué de manière indirecte en acceptant qu'une partie des investissements publics contribue au développement des plus jeunes. Donc je pense que c'est aussi un point qu'il faut conserver quand on discute des politiques publiques et de leurs investissements. C'est les deux points sur lesquels je voulais intervenir. Très bien. Merci. On est arrivé au bout de ce débat et de cette discussion. Merci à tous. Et on peut espérer que peut-être un jour, il en sera question effectivement dans les débats publics, dans les plateformes politiques, mais ça devrait. Mais on ne l'a pas encore vu. Ou peu. Merci à tous. Au revoir.